La tempête Ernesto s'est éloignée définitivement des côtes haïtiennes et ne représente plus aucune menace pour Haïti, selon le bulletin du Centre national de météorologie. Toutefois, M. Semmelfort invite la population à faire preuve de prudence puisque les conditions météorologiques peuvent provoquer des averses et des rafales de vent par endroits. La tempête tropicale Ernesto a balayé la Jamaïque et attaquait les côtes de l'Amérique centrale, tandis que les autorités du Nicaragua organisaient l'évacuation de plusieurs centaines de personnes habitant en bordure de mer. Selon le NHC, la tempête devrait gagner en force dans les prochains jours. La réouverture officielle des classes est reportée au 1er octobre prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le Premier ministre Laurent Lamotte. Le chef du gouvernement précise que cette décision est prise par l'État haïtien en vue de permettre aux parents de mieux se préparer. Le gouvernement a fait le plus d'efforts que possible pour aider les parents, pour accompagner les parents. Nous avons un programme de plus de 1 million si nous avons l'école gratis. Donc ça, encore une fois, c'est un effort pour accompagner les parents. Nous avons renforcé le programme transport scolaire là, encore une fois, pour accompagner les parents, parce que ça n'a pas besoin de payer pour bus dignité, pour aller à l'école. Nous avons renforcé le programme avec dignité pour pas un problème de gaz et pour un problème de réparation de caoutchouc par et tout. Tout a renforcé le programme ça. Et encore une fois, et nous pensons que selon toute analyse, selon toute requête que nous prenons dans mes parents, dans mes associations, repousser le 2 mois, les parents 1 mois en plus pour être capable de préparer pour entrer dans les classes là. Donc, nous-mêmes, il faut que nous fassions entrer dans les classes là, il faut que nous allions à l'école. Donc, repousser le 2 mois, permettre qu'il y ait des programmes d'urgence que nous avons montés. Il y a 3 programmes d'urgence que nous avons montés pour créer emploi, pour créer plus d'activités économiques. Mais encore une fois, ça c'est des actions d'urgence, mais sur le long terme, c'est création d'emploi, c'est investissement. Et c'est investissement massif dans l'économie. C'est justement l'État pour investir dans la reconstruction qui peut créer un développement, qui peut créer des jobs sur le long terme. Donc, peuple là, doléance population, doléance parents qui dit que septembre est trop pour pas Paris, nous prenons ça en compte, nous mettons le bon mois, et l'année dernière, nous devons faire rentrer le 3 octobre. Donc, encore une fois, nous étions pratiquement consistants en train de faire l'année dernière. Par ailleurs, M. Lamotte a fait remarquer que les recettes fiscales sont actuellement en nette augmentation et s'est montré très satisfait. Il a fait ces déclarations lors du lancement d'un programme de formation pour les cadres de l'État. Les opérations menées dans tout le pays au cours du mois de juillet par la Commission nationale contre la contrebande et les fraudes fiscales semblent avoir porté leurs fruits. Plus de 160 saisies de toutes sortes ont été recensées. C'est la raison d'une augmentation des recettes fiscales de près d'1 milliard de boudes, ce qu'indique le coordonnateur de la commission, Antoine Atouriste, également directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Toutes les composantes de cette commission étaient mobilisées dans le cadre de la lutte contre la corruption, a par ailleurs indiqué le colonel Atouriste. Selon le directeur général de l'ULCC, ce succès a été obtenu malgré les maigres moyens disponibles. Nous avons le minimum de moyens qu'il faut. Les machines de 17 mobiles patrouillés qui permettent de brigadier au café travail ça, dans le pays. Nous avons près de chaque brigade, une équipe de près de 9 agents de toutes ces institutions, PNH, pays armés pour sécuriser la douane de la DGI. Mais même les opérations pendant la douane a pris ce problème taxes et impôts, DGI a pris ce problème patente, titus, etc. Donc c'est tout. Et même dans le niveau, même les agents ça passé. Leur page n'est pas tant tout. Dans le dépôt, il y a recommandé dépôt. Est-ce que dépôt, dans le dépôt, stock pour gagner? Est-ce que gagner pas de douane là-dedans? Donc, si vous parlez pas de douane, et DGI, et douane, même dans le dépôt, à la caille, dans le dépôt établissement. On appelle des visites d'établissement. Quant au Premier ministre Laurent Lamotte, il a salué la détermination de la Commission nationale, en particulier celle du colonel Atouriste. C'est un exploit, se réjouit le chef du gouvernement. Donc, c'est la première fois dans l'histoire du pays que les recettes ont augmenté autant que ça. Et si nous continuons comme ça, Haïti va avoir une indépendance financière. Ça fait chercher depuis longtemps pour nous capables de dépendre moins de amis dans l'international là et pour nous capables de dépendre plus de ressources propres au pays d'Haïti. La commission entend poursuivre la lutte jusqu'au bout, a indiqué le directeur général de l'ULCC. Antoine Atouriste en a profité pour féliciter les contribuables et les importateurs qui commencent à prendre conscience de la nécessité d'en finir avec la fraude et la contrebande.
Le Sénat de la République n'arrive toujours pas à trouver un consensus autour de la formation prochaine du Conseil électoral permanent qui doit réaliser les législatives partielles et les élections municipales et locales. Certains sénateurs affirment catégoriquement qu'ils sont opposés à la formation d'un CEP permanent, alors que d'autres se montrent plus ou moins flexibles. La formation du Conseil électoral permanent, un défi que doivent relever les parlementaires, compte tenu de la divergence de vues qui existe au sein même du corps législatif. De plus en plus de voix s'élèvent contre la mise en place de cette institution électorale. La crainte d'établir un CEP à la solde de l'exécutif, c'est ce qui semble expliquer la position du sénateur André Trichet, qui se prononce contre un conseil permanent. Puisque le peuple aujourd'hui a vivre dans une situation telle, de précarité telle, que normalement il faut qu'on comprenne qu'il est en train de se faire noyer par à la fois les forces réactionnaires nationales et en même temps ou international tout, qui a fait guet-apens sous lui chaque jour. Donc c'est ça qui fait qu'il a poussé pour que l'application de ce machin qu'on appelle amendement constitutionnel, montage de CEP permanent, en fait, toute bagaille qui a contribué pour éliminer, ça me capable à la fois la dignité et la souveraineté de ce peuple, il a fait lui. Et malheureusement, il y a bien sûr des associés haïtiens qui continuent à pas avancer là-dedans. Toujours radical dans sa position, le sénateur d'Enip, William Gentil, prévoit déjà une crise électorale profonde au cas où l'on aurait parvenu à former l'institution électorale permanente. Afin d'éviter cette éventuelle crise, le sénateur propose. L'on a des conjonctures comme ça, celles sont cassées au gouvernement, c'est consensus pour chercher. Or, parce qu'il n'y a pas aucun moyen, en tout cas, tout autant mettant mise en place conseil électoral permanent, ça dépend par exemple des présidences ou bien de comme dans le Sénat de la République, là, mon cher me garantit que le conseil électoral permanent, ça va pas faire. Au niveau de la Chambre des députés comme au Sénat, la question relative à la formation du conseil électoral permanent renvoie dos à dos les parlementaires. Au sein du judiciaire également, les choses ne sont pas trop claires, puisque le choix des 3 personnalités devant représenter le CSPJ au sein de l'institution électorale est jugé illégal par au moins 4 membres du Conseil. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury se poursuivent au palais de justice. Le tribunal s'est prononcé aujourd'hui sur le dossier de l'ancien directeur général de l'OAVCT, Édric Léandre, accusé de corruption et de malversation. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Renel Senatus, s'est montré très satisfait du déroulement de ces audiences. Il y a un pire cas, on est son juridiction. Même Jean Audio et la justice a fait effort pour l'avancer. C'est même notre bandit à chômer. C'est ça qui fait que nous ne pas dormir nous-mêmes des autorités. Moi, on a passé en 60 de monde qui est jugé déjà. Moi, on a 80% là-dedans qui sont en prison. 20% on ne peut pas dire combien, on pas chiffrer vraiment là pour faire statistique là, sauf le commissaire Salomon qui charge de permanence qui va informer sur ça. Une victoire pour la justice. Oh, gros victoire. Gros victoire parce que les bandits doivent s'inquiéter. Ils doivent se sentir inquiétés parce que pour suite que la engagé, on a monté le dossier non bien, il est voir ma personne sous moi. Ça veut dire lorsque je finis monter le dossier, je vais le tribunal m'a plaidé. Et grâce à Dieu, nous ne va pas dire facile. Oui, jusqu'au bout. Dernier résultat alors. Le processage, assistance supposée terminé. Il va gagner pour le finir. Par exemple, il y a prison. Il y a plus que 3000 personnes qui ont coupé dans la prison. Qui ont 8 ans, 10 ans, 6 ans qui ne peuvent jamais parler devant le juge. C'est une occasion pour nous faire parler pour qu'on soit. Moi-même, je ne suis pas fatigué, je travaille. Doyen pas fatigué, je travaille. Nous avons regardé comment on travaille le maximum. Nous avons plus que 122 cas que nous avons dit. Mais nous sommes 60 déjà. La production énergétique doit passer de 200 à 500 mégawatts, c'est ce qu'a annoncé le nouveau ministre délégué à la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, qui participait à l'émission économique animée par Kessner Farrell. Selon lui, ce projet va coûter plus d'1 milliard de dollars américains et M. Jean Jumeau a annoncé tout un ensemble d'activités pour le mois d'août dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. 1 milliard de dollars, nous va besoin d'un seul coup et donc nous allons penser que c'est demain nous allons le faire. Nous allons le faire sur 4 ans. Et nous allons travailler avec un partenariat public-privé qui fait que nous allons développer capacité pour le secteur public, le secteur privé, la collaboration avec l'international. Donc ça veut dire que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous avons une responsabilité pour que nous
financer l'action que nous avons besoin. Fait bien support international là, en appui, en complément, qui vient derrière, mais insister sur ce point ça. Il faut nous comprendre que nous avons accueilli à bras ouverts. Mais ce n'est pas capable. Lui-même qui charpente de ça n'a fait. Ça n'a fait, il faut que les Haïtiens, ce n'est pas seulement milliards de dollars besoin, ont besoin presque autant au fil des ans pour faire le marché. Diesel coûte cher, mazout coûte cher, ce n'est pas en Haïti le fait. C'est acheter ou produire avec lui. Production ça, bon, on produit qui finit, qui fait l'électricité pour vendre, leur vendre, ou toucher pour ça vendre, et il bon comme encore pour acheter mazout, acheter diesel encore pour recommencer. Si nous ne comprenons pas ce cycle ça, nous pas dans le business. Il faut que nous comprenions le cycle d'abord. Et là, il faut que nous parlions de tout Haïtien. Ou si tu as la caillou, ou à la télévision, ou à la radio, essayez de comprendre ce cycle ça. Parce que c'est comprendre ce cycle ça qui permet de gagner l'électricité un jour. En Haïti, 24 heures par jour. Là que gagne en pile prise illégale sur un système non quartier, c'est tout quartier qui est perdu, tout quartier qui est victime, parce que ça vient déranger le système non, il boule les transformateurs, il boule les lignes, et puis c'est tout le monde dans le quartier qui va un service. Là on me demande qui ça t'a demandé pour que nous gagnions l'électricité 24 heures sur 24. En Haïti, moi je dis, on bagaille. C'est collaboration tout facteur ça. Lancement ce lundi d'une formation de 4 semaines sur l'agriculture protégée au profit de 40 techniciens en agronomie. Cette initiative du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural vise à développer ce secteur agricole porteur. Les bénéficiaires constitueront la première équipe ayant reçu une telle formation en Haïti. Ils feront donc office de formateurs et de cadres au sein des différents projets qui seront mis en place dans ce domaine. Après la Colombie, le Mexique, la République dominicaine et bien d'autres pays de la Caraïbe, Haïti veut se lancer dans l'agriculture protégée, particulièrement la production sous serre. Cette formation de 4 semaines, offerte par l'Université autonome de Santo Domingo à 40 techniciens en agronomie, doit permettre, entre autres, de moderniser le secteur agricole. Le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph, annonce d'ores et déjà la mise en place de 6 structures de serre de 540 mètres carrés chacune sur des sites qu'il énumère. Damien, sur le contrôle de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Descailles, sous l'égide de l'Université Notre-Dame. Le Camp Périn, où M. François Benoît a installé une extension des jardins hydroponiques d'Haïti. Digue Matteux à Caen sous la gestion de Mme Myriam Durette, de Bassin Magnan Gonaïve sous la gestion du père Gérard Dorméville et Lascaux Basse sous le leadership de l'ingénieur agronome Henri Onader. L'agriculture protégée, qui est une forme d'agriculture moderne se servant de la technologie, a déjà permis à plusieurs pays dans le monde de redynamiser leur économie, notamment le Mexique, qui est passé de 100 hectares dédiés à l'agriculture protégée en 1970 à 1300 en 2000 et 12 000 en 2010. Le représentant en Haïti de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, Alfredo Mena, entrevoit déjà les retombées de cette initiative pour le pays. L'agriculture protégée permettra a Haïti una migración sustancial en la sécurité alimentaire, la création directe d'emplois pour les femmes, pour les hommes, pour la jeunesse. La possibilité aussi de créer de nouveaux entreprises pures, beaucoup de personnes qui déjà sont en état de grande retraite. Ça c'est une activité importante pour une activité économique. Le ministère de l'Agriculture ne se sent pas prêt à entamer seul cette lutte pour la modernisation de ce secteur. En ce sens, le directeur général du MARENDR, Lionel Valbron, lance un appel au secteur privé afin de soutenir l'initiative, car, dit-il, il place beaucoup d'espoir dans l'agriculture protégée. Le ministère de l'Agriculture espère, avec la réalisation de ce premier cours de formation, qu'une nouvelle classe d'agrobusinessmen prête à utiliser toutes les innovations technologiques que la science a mises à la portée du secteur agricole, nous l'espérons, va apparaître dans les prochains jours dans le pays. En effet, sur des surfaces couvertes et contrôlées, la diversification agricole est possible
de même que de nombreuses et abondantes récoltes, donc des revenus assurés. Formation qui dure du 6 au 31 août a reçu le support, entre autres, du département américain de l'agriculture, USDA, de l'Institut ICA, de la Banque interaméricaine de développement, BID, dont le bureau accueille les séances.